En 1954, face à une vague exceptionnelle de froid en France, l'abbé Pierre appelle à l'insurrection de la bonté, qui donnera lieu à un élan de solidarité inédit. Cette mobilisation, pour venir en aide aux plus fragiles, illustre bien la capacité des citoyens à s'engager quand l'heure est grave. Aujourd'hui, face à une crise d'une ampleur nouvelle, les besoins sont multiples et protéiformes. Pour y répondre, l'engagement individuel et collectif de la société civile semble à nouveau incontournable. Dans cette perspective, les organisations solidaires constituent un maillon central de cette chaîne d'entraide. Par leur capacité à mobiliser la générosité citoyenne, elles participent avec leurs bénévoles à renforcer la cohésion nationale. Pour en parler avec nous ce matin et témoigner de la nécessité de s'engager dans cette période si particulière, nous avons avec nous Vincent, qui est cadre de santé du département des collectes du Centre de transfusion sanguine des armées, et Alexandra Huy, qui est responsable du pôle bénévolat et jeunesse de la Croix-Rouge française. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Vincent, le CTSA a maintenu ses collectes de sang depuis le début de la crise. Vous qui ne pouvez pas concrètement réaliser vos actions à distance, comme le font certaines organisations, quel levier avez-vous pu activer afin de favoriser la mobilisation des donneurs pendant le confinement? Et comment avez-vous fait face aux contraintes pendant la période qui a suivi, notamment lors de la traditionnelle collecte du 14 juillet? Tout d'abord, je vais vous présenter un peu quelles sont les missions du CTSA. Donc, le CTSA, Centre de transfusion sanguine des armées, a pour mission le soutien transfusionnel des hôpitaux d'instruction des armées situés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Île-de-France, et puis le soutien des forces qui sont engagées sur les opérations extérieures. La prise en charge d'un blessé de guerre nécessite généralement un grand nombre de transfusions de produits sanguins. Afin de faire face à cette demande importante, le CTSA est autorisé à collecter au sein des unités militaires que sont les régiments, les écoles militaires et d'autres emprises de la défense, mais également sur ces sites fixes, puisqu'il y en a deux, celui qui est situé au niveau de Lachia-Sainte-Anne à Toulon et puis celui de l'Îlot-Percy à Clamart. Pour cela, le CTSA, pour répondre aux besoins, le CTSA doit collecter 450 poches par semaine, poches de sang. Donc l'organisation est celle-ci. Pour le CTSA de Clamart, celui sur lequel je suis aujourd'hui, engage chaque semaine 3 équipes. Une équipe sur le site fixe, une équipe en collecte mobile en région parisienne et puis une équipe en province qui part du lundi au jeudi. Le CTSA de Toulon organise des collectes sur son site fixe et puis un petit peu partout dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc les cibles, nos donneurs cibles sont en fait des militaires ou des civils de la défense. Et puis, je dirais, toute personne qui peut avoir accès aux collectes, puisque vous savez que pour entrer dans une emprise militaire, parfois, il y a des autorisations d'accès qui sont nécessaires. Donc, ça limite un petit peu l'accès à nos donneurs. Et puis, on a accès aussi aux donneurs civils par le biais de notre collecte exceptionnelle du 14 juillet, qui a lieu chaque année. Alors, lors de la crise Covid, les besoins, pour autant, n'ont pas changé au sein des armées, puisque les soldats sont toujours engagés au niveau des opérations extérieures. Et puis, les hôpitaux, même si leur demande a un petit peu baissé du fait d'une diminution de la traumatologie, il restait quand même à prendre en charge tous les patients chroniques. Et puis, il faut savoir aussi qu'un patient de réanimation consomme, entre guillemets, un certain nombre de produits sanguins labiles. Et donc, vous savez tous que pendant cette période, les services de réanimation étaient bien chargés, les lits étaient bien occupés. Donc, on a eu des difficultés puisque nombreuses unités militaires avaient mis leurs administrés en télétravail, donc ce qui a diminué autant le potentiel de donneurs sur place. Et puis les écoles militaires qui sont des grands fournisseurs, entre guillemets, pour nous, étaient fermées. Donc il a fallu réorganiser un petit peu les choses. Et paradoxalement, on a bénéficié d'une augmentation de notre activité au sein de nos sites fixes,
surtout sur la deuxième moitié du confinement, où les gens, finalement, avaient du temps libre et puis entendaient beaucoup parler des soignants à la télévision, à la radio, et ont eu, je pense, le besoin de se sentir utiles, et du coup sont venus nous voir avec une augmentation jusqu'à 10 fois supérieure à celle habituelle. Il était donc impératif pour nous de garantir la sécurité de nos donneurs et de nos personnels sur place. Et donc, nous avons mis en place les mesures qui s'imposaient. Donc, très vite, on a pu bénéficier de masques, puisqu'on avait un petit stock disponible dans nos réserves. Donc, on a tout de suite utilisé pour nos personnels. Bien sûr, la distanciation sociale. Donc, il a fallu un petit peu revoir notre organisation sur nos sites fixes et nos collectes mobiles de façon à garantir cela. On a beaucoup insisté aussi sur l'hygiène, hein, le lavage des mains, le nettoyage des surfaces, notamment des fauteuils de prélèvement. Et puis, une chose assez novatrice pour nous, c'est qu'on a mis en place une plateforme de gestion des rendez-vous, enfin 2 rendez-vous en ligne, et ce qui fait que pour nos collectes mobiles, c'était imposé de manière à éviter le trop d'afflux des donneurs sur nos collectes mobiles. Et donc le site de réservation nous a permis de réduire les temps d'attente et donc d'éviter d'avoir trop de personnes en présence sur site en même temps. Ça a permis de renforcer le respect des consignes de sécurité parce qu'on pouvait aussi passer de l'information lors des messages de confirmation des rendez-vous et donc de bénéficier d'un meilleur accueil. Alors, les retours des donneurs étaient plutôt positifs, puisque finalement, ils se sont sentis relativement autonomes et donc pouvaient prendre eux-mêmes leurs rendez-vous et faire en fonction de leur disponibilité. Ils pouvaient choisir entre un don de sang classique, un don de plaquettes ou un don de plasma, et puis de pouvoir choisir le créneau horaire qui les arrangeait. Ensuite, ils reçoivent toujours un mail de confirmation leur rappelant la date et l'heure. Ça permet de pouvoir le noter facilement sur un agenda. Et puis, ça a permis aux équipes en place qui recevaient ces donneurs d'accueillir les donneurs plus sereinement, puisqu'il n'y avait pas d'afflux comme on pouvait avoir certaines fois avant cette gestion de rendez-vous. Donc nous avons adapté toute notre communication durant cette période et encore aujourd'hui sur la crise Covid-19. Et puis, en fonction des besoins et de notre activité, faire du phoning et des campagnes de SMS et du emailing. Donc chaque année, notre collecte phare, c'est la collecte du 14 juillet. Donc nous étions très inquiets dans ce contexte, puisque cette collecte est très importante pour nous. Elle nous permet de pouvoir fonctionner tout l'été, puisque les unités militaires, une partie des gens sont souvent en congé annuel, et donc une moins grande activité sur les unités militaires, et les écoles, certaines sont fermées. Donc ça nous permet de couvrir tous nos besoins du 14 juillet à la fin août quasiment, donc à la reprise de l'activité en septembre. Donc il a fallu qu'on réorganise un peu cette collecte. Alors c'est une collecte un peu particulière puisque elle est très ouverte au public et notamment à tous les visiteurs qui viennent voir les militaires et les démonstrations qu'il peut y avoir durant cette période, durant cette journée du 14 juillet. Donc cette année c'était compliqué puisqu'il y avait finalement un défilé avec un accès très réduit pour les visiteurs. Et puis un seul site où étaient regroupées les animations du 14 juillet sur les Invalides. Et donc nous avions la chance d'être sur les Invalides, et donc on a axé toute notre communication avec ce système de QR code où les gens pouvaient flasher ce QR code pour prendre plus facilement rendez-vous. On a changé notre dispositif. D'habitude, nous étions sur une seule salle. On a obtenu l'autorisation des Invalides grâce au musée d'avoir une salle supplémentaire, plus des corridors, plus les zones de passage qu'on a pu préempter. Et du coup, ça a permis d'étaler notre dispositif et de garantir la sécurité maximum.
Et finalement, ça s'est très très bien passé puisque nous avons atteint nos objectifs, voire même légèrement dépassés par rapport aux années précédentes. Les donneurs se sont sentis en sécurité, je pense. Enfin, c'est ce que certains ont manifesté. Et on a pu comment dire, répondre à nos objectifs. Merci Vincent. Donc, ce qu'on constate, c'est que finalement, vous avez dû faire un effort particulier, notamment sur la communication. Vous avez parlé du QR code. Alexandra, la Croix-Rouge se situe à l'avant-poste pour constater une augmentation de la pauvreté et des vulnérabilités au sein de la population. Pouvez-vous nous en dire plus sur les différents besoins qui ont émergé ou qui se sont accentués lors du premier confinement pour y répondre? Dans quelle mesure la mobilisation de nouveaux bénévoles a été incontournable? Il faut savoir que dès le début de la première vague, donc au mois de mars, on est obligé de s'adapter parce qu'à la Croix-Rouge française, on perd d'emblée 11 000 bénévoles. Les plus de 65 ans, pour des raisons de protection, ne peuvent pas se rendre sur le terrain et être en lien direct avec les personnes qu'on accueille. Et sur nos 60 000 bénévoles, c'est 11 000 personnes. Donc, ce qui est assez conséquent, et ne serait-ce qu'on sait que dans certains territoires, on a une concentration plus nombreuse de cette tranche d'âge que dans d'autres. Sachant que dès le début, il nous semblait essentiel, et comme vous le dites justement par rapport au public, de ne pas les lâcher. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on était en période de confinement que l'association devait complètement fermer. On avait souhaité, dès le début de la crise, maintenir 3 activités qui nous paraissaient essentielles. L'aide alimentaire, donc nos épiceries sociales continuaient à être ouvertes. Or, pour faire le lien avec ce que je vous dis tout à l'heure, les 11 000 bénévoles sont essentiellement des bénévoles qui agissent dans ce champ d'activité. Donc, il a fallu d'emblée en interne aller trouver d'autres ressources, et c'est ce qui nous a amené ensuite, et vous le verrez, à nous projeter plus facilement vers l'externe. L'activité de maraude aussi a été maintenue. Il était inconcevable de se dire que parce qu'il y avait confinement, on laissait les personnes à la rue sans plus aucune visite, alors que c'est des années de travail sur le terrain et des liens qui se construisent aussi avec ces populations. Et une troisième activité qui était la domiciliation postale. C'était pour le premier confinement les 3 activités qu'on avait souhaité maintenir. Comme dit, on perd beaucoup de bénévoles âgés. Or, sur le premier confinement, il y a beaucoup d'activités de personnes qui se retrouvent en chômage partiel, voire en arrêt total. Donc, en interne, nos bénévoles restent quand même très mobilisés. Mais on a souhaité, parce qu'il était essentiel, d'avoir du renfort, et notamment dans les nouvelles, je dirais, problématiques qu'on a constatées, c'est la question de l'isolement. L'isolement social qui s'est trouvé très renforcé, et non pas que pour les personnes âgées, on l'a constaté aussi pour les personnes jeunes, les étudiants notamment, pour qui il était compliqué. Et je me mets aussi dans l'eau parce que vivant à Paris, se retrouver coincé dans 20 mètres carrés, c'est pas évident en termes de santé mentale. Et on sent que là, sur ce deuxième confinement, c'est un enjeu qui demeure encore majeur, la question de la santé mentale. Et donc, nous avons lancé l'opération, les activités Croix-Rouge chez vous. Vous en avez peut-être entendu parler, qui consistait à organiser des livraisons solidaires. Donc, la possibilité pour une personne d'appeler un numéro. Donc, on avait un centre d'appel au niveau national qui était à la fois géré par des bénévoles et une partie aussi de salariés en renfort pour recevoir ces appels et organiser des livraisons. On réceptionnait tout ça au national, et ce sont les bénévoles au niveau local qui s'occupaient de faire la livraison, à la fois des denrées alimentaires, mais aussi des médicaments. On avait réussi à constituer un partenariat avec l'ensemble des pharmacies du territoire français pour permettre aussi aux personnes qui souffraient de maladies chroniques, malades, etc., de pouvoir poursuivre leur traitement. Donc ça, c'était une grosse action phare qui nous a permis de mobiliser beaucoup de bénévoles externes. Pour vous dire, à ce jour, depuis le 20 mars, ce sont 10 828 personnes qui se sont mobilisées, en tout cas qui se sont dit intéressées pour être avec nous à la Croix-Rouge française. Donc, ce qui est assez énorme. On sait que les crises viennent finalement remettre en lumière une tendance de fond. La population française, on peut quand même être fier d'avoir une population qui a envie de s'engager, et notamment les jeunes. Et sur les plus de 10 000 candidatures qu'on a reçues, force est de constater que la plus grosse partie de la population qui souhaite s'engager, ce sont les jeunes, les 19-30 ans, qui représentent plus de 3 363 personnes. Donc, les crises viennent vraiment mettre en lumière cet élan de solidarité. On constate quand même là, sur ce deuxième confinement, que c'est très différent. Le confinement n'est pas le même. Il y a déjà beaucoup moins de personnes qui sont au chômage partiel. Beaucoup ont maintenu leur activité, et on le ressent même au sein de nos bénévoles. C'est pourquoi on continue d'appeler à la mobilisation extérieure. Donc voilà, si certains d'entre vous ont envie de s'engager, c'est le moment ou jamais de nous rejoindre à la Croix-Rouge, parce qu'on continue de maintenir nos actions essentielles, les maraudes, l'aide alimentaire,
la domiciliation postale, mais aussi les livraisons solidaires et beaucoup, encore une fois, ce que je disais pour la lutte contre l'isolement social, de l'écoute téléphonique. Donc, c'est aussi des missions qui peuvent se faire en télébénévolat. Nous, c'est vraiment aussi une partie qu'on a beaucoup développée dans le cadre de la crise Covid, aussi bien en interne, de donner la possibilité à nos bénévoles qui étaient restés confinés, parce qu'il y avait un double enjeu pour nous aussi, association, c'était la lutte contre l'isolement des personnes extérieures, mais c'est aussi au sein de nos effectifs propres, parce que pour beaucoup de bénévoles, devoir rester à la maison et ne pas pouvoir agir, ce n'était pas forcément très bien vécu. Et donc, il fallait aussi maintenir ce lien en interne. C'est pourquoi aujourd'hui, sur ce deuxième confinement, on appuie davantage sur des missions en télébénévolat. Et enfin, il y a des opportunités, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Nous, les opportunités qu'on a pu identifier à la Croix-Rouge française, c'est que ça nous a permis d'accélérer pas mal de nos pratiques. Je parle beaucoup de la digitalisation. On a aujourd'hui un portail de formation qui est accessible au grand public. Donc, est-ce que vous voyez, c'est notre portail de formation. Donc, vous voyez, avec différentes catégories. Et on a toute une partie grand public, mais aussi une partie parcours d'intégration. Donc ça a été une aubaine, c'était d'accélérer notre travail sur la digitalisation, sur le e-learning, et de se dire que de toute façon, on était là dans une période qui allait forcément durer, ou en tout cas faite de haut et de bas, c'est-à-dire de périodes confinées, déconfinées, etc. Donc il nous fallait vraiment muscler notre jeu et permettre à notre association de rester quand même une association qui continue à accueillir des nouveaux et à les intégrer. Donc, on peut, par exemple, pour toute nouvelle personne qui arrive à la Croix-Rouge, suivre les modules. Bienvenue à la Croix-Rouge française. Qu'est-ce que c'est qu'être acteur de solidarité? Découvrir les bases du secourisme et être acteur de l'urgence. Donc, ça, voilà, c'est notre triptyque, enfin, nos 4 parties, je dirais, de notre parcours d'intégration. Donc, ça a été une véritable aubaine. Je pense que, sincèrement, sans la crise Covid, ce sont des choses qu'on aurait de toute façon développées, mais moins de façon rapide, parce qu'en fait, le contexte nous y obligeait. Pardon. Merci Alexandra. Vincent, comme l'a dit Alexandra, on voit que finalement ce confinement est très différent du premier. Les personnes sont en activité. Comment vous envisagez finalement les semaines qui vont arriver? Comment vous allez pouvoir continuer à mobiliser les donneurs? Alors, c'est sûr que c'est très différent du premier confinement. Par chance pour nous, les écoles militaires restent ouvertes, certaines en tout cas. En fait, c'est un travail au quotidien de remaniement de nos collectes, de contact avec les unités. On essaie de rassurer par les mesures qu'on met en place. Et puis, tous les jours, on fait le point pour savoir si on peut être accueilli dans les différents endroits qui étaient prévus au départ. Donc, c'est un gros travail de notre secrétariat et puis de l'encadrement pour garantir ces collectes. Et puis, on a mis en place dernièrement la prise de rendez-vous sur le site fixe également, appuyé par une campagne de SMS et de phoning. Et pour l'instant, en espérant que ça dure, les réponses sont plutôt positives. Merci Vincent. Alexandra, pour conclure, finalement, dans quelle mesure la crise que nous vivons met-elle en lumière l'importance de l'entraide de proximité? Comment la Croix-Rouge encourage-t-elle ce stade premier de la solidarité? Oui, tout à fait, c'est très juste ce que vous dites. Je pense que nous aussi, on a redécouvert ce qu'on appelle l'échelon de la proximité, notamment via les livraisons solidaires. On s'est rendu compte que finalement, n'importe qui pouvait agir dans un environnement de proximité. C'est pourquoi on avait lancé, et on relance là pour ce deuxième confinement, un programme qui s'appelle Confiné et solidaire, et qui justement permet à n'importe qui, dans son immeuble, au sein de sa copropriété, dans dans des lotissements, d'agir en étant un premier citoyen relais. Donc, c'est pourquoi vous retrouverez toutes ces informations sur notre site et on peut vraiment être déjà dans un premier stade, en tout cas de solidarité. Je prends connaissance des besoins de ma voisine, de mes voisins. Sur le premier confinement, comme les écoles étaient fermées, on avait lancé aussi du soutien scolaire à distance, enfin plein d'activités qui peuvent aussi aller sur des choses qui paraissent complètement ludiques, mais qui sont essentielles, encore une fois, dans le maintien de notre bonne santé mentale, parce que c'est important. Partager des activités physiques, apprendre une langue étrangère, par exemple. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait sur un temps qui est un peu ralenti? Alors oui, c'est complètement différent du premier, mais on ne sait pas aussi de quoi demain sera fait.
En tout cas, via le programme Confiné et Solidaire, nous, notre ambition, effectivement, c'est de permettre à n'importe qui, n'importe quel citoyen d'être un premier acteur, effectivement, de solidarité. Et donc, on arrive aussi à l'animer car on a mis en place un CRM, qui est un logiciel d'animation, en tout cas, des personnes qui se disent intéressées pour agir à la Croix-Rouge française. Donc, on pousse de l'information. Donc, si demain, vous allez visiter notre site et que vous demandez à vouloir être bénévole, rester informé, vous recevrez des informations sur les gestes barrières. On a un module de sensibilisation sur les gestes barrières accessibles au grand public, sur les petits messages à passer, relayer de l'information, etc. C'est effectivement très, très essentiel. Et je finirai par un dernier point. On envisage aussi la suite, il faut pouvoir se projeter. Nous, c'est important pour nos bénévoles de se projeter parce que le temps qu'on vit en ce moment est franchement pas évident. C'est-à-dire que quand on a un acteur Croix-Rouge, qu'on aime faire de l'action, se dire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont interdites et revues à la baisse, c'est très frustrant. Et nous, on se bat aussi pour maintenir une certaine dynamique de ce qu'on appelle la vie associative. C'est-à-dire que la vie associative ne s'arrête pas. C'est pas aussi de vivre les choses à distance. Il y a aussi une vraie fracture numérique au sein de nos bénévoles. Il ne faut quand même pas non plus le minimiser. Donc, c'est important en tout cas de maintenir cette vie associative. Et nous, on a un nouveau mandat, c'est-à-dire que prochainement, il y a des nouvelles élections à la Croix-Rouge française. On renouvelle nos élus, nos responsables d'activité. Donc, nos bénévoles ont fort à faire aussi pour profiter de ceux qui sont arrivés pendant la crise, pour les amener, pourquoi pas, vers des postes à responsabilité. Mais pour celles et ceux qui seraient intéressés, en tout cas, d'agir sur des postes à responsabilité à la Croix-Rouge, c'est maintenant ou jamais, en tout cas, de se manifester parce que ça va être d'actualité. Merci Alexandra, on a bien entendu l'appel. Merci à tous les deux pour vos interventions. On va prendre un petit temps maintenant pour répondre à certaines questions. Question de Jean-Pierre Pacoula. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Jean-Pierre, pour poser votre question? Ok, donc c'est pour le CTSA, là, par rapport à la réflexion de ce qui a été présenté au travers des dons et de l'action majeure du 14 juillet, c'est pour ça, dans la durée, comment vous travaillez pour les dons du sang avec les équipes mobiles qui tournent en province, dans les régiments, dans les unités actuellement? Ou comment vous voyez ça dans les mois à venir? C'est compliqué aujourd'hui de prévoir à long terme. Le protocole sanitaire évolue sans cesse. Donc on essaie de rester bien en contact avec les unités avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Quand on y passe, de bien montrer qu'on garantit la sécurité de chacun et chacune. Pour nos équipes, c'est aussi complexe parce qu'ils sont logés à l'hôtel, ils vont d'habitude manger dans les restaurants. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors l'hôtel, il y a encore certains hôtels qui restent ouverts et on arrive à avoir des logements militaires parfois. Donc c'est un peu de la débrouille. Donc c'est sûr qu'il va falloir tenir sur la longueur et c'est pas toujours évident. Pour l'instant, les donneurs sont au rendez-vous. La gestion des rendez-vous fonctionne également et remporte une adhésion auprès de nos donneurs habituels. On espère que ça va pouvoir perdurer le plus longtemps possible. D'accord, mais donc si on va sur votre site, enfin, planification des tournées, on a toujours une planification pour les mois à venir. Oui, alors c'est la limite, c'est-à-dire que les moyens sont ce qu'ils sont. Notre communication, on essaie de l'adapter au fur et à mesure, de réactualiser au fur et à mesure, mais c'est sûr que il y a parfois des réajustements qui n'arrivent pas à être sur lequel notre site n'est pas toujours à jour, effectivement. Donc, le moyen, c'est en flashant le QR code des rendez-vous. Là, vous avez quand même la liste des unités sur lesquelles on se déplace. Alors, le souci, c'est qu'on ne peut pas ouvrir les créneaux de rendez-vous trop longtemps à l'avance. Alors, d'une part, parce que on verrouille les choses parfois avec 15 jours d'avance seulement, voire un peu moins. Donc voilà, c'est toute la limite de la situation actuelle, c'est que la prévision à long terme, c'est très très compliqué. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire et merci pour ces témoignages qui, nous espérons, vous inspireront et peut-être vous donneront envie aussi d'aller vous donner et donner votre sang ou donner votre temps dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et nous vous disons donc à la semaine prochaine, même heure, pour le 3e webinaire qui aura pour thème l'émergence de nouvelles solidarités.